Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Décubert en charge du pôle exploitation de Nutri7, une société de l'agroalimentaire normand. On a été labellisé l'année dernière Industrie du futur et l'idée est de partager avec vous notre retour sur l'expérience. Tout d'abord, qu'est-ce que Nutri7? Donc, Nutri7, c'est un groupe agroalimentaire qui lutte contre la malnutrition dans le monde sous trois axes. La nutrition, en contribuant à l'autonomie nutritionnelle, on y reviendra après. L'alimentation, en mutualisant les savoirs et préparer demain en agissant en amont et en aval de toute la chaîne. Et également des partenariats au sein du groupe avec plusieurs partenaires, notamment basés en Afrique, qui ont constitué le groupe Lonpifield. Donc aujourd'hui, la situation nutritionnelle mondiale est très grave. Alors c'est des chiffres de 2017, mais qui n'ont malheureusement pas évolué dans le bon sens à date. Aujourd'hui, quand on parle de problèmes nutritionnels, il faut savoir qu'il y a une personne sur trois qui souffre de malnutrition, mais sur différents facteurs. C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de personnes qui souffrent de carences en micronutriments, mais il y a également 155 millions d'enfants qui présentent un retard de croissance. 52 millions d'enfants qui sont atteints d'émaciation, 2 milliards d'adultes, alors c'est ce qu'on appelle le double fardeau, c'est un autre, on va dire, une autre façon de problème de nutrition, c'est qu'on a 2 milliards d'adultes qui, eux, par contre, à l'inverse, sont en surpoids ou obèses, mais c'est aussi un problème de santé. 41 millions d'enfants qui sont en surpoids, et tout ça représente 88% des pays qui sont aujourd'hui lourdement touchés par deux ou trois formes de ces malnutritions. Au niveau de Nutri7 France, donc nous on a un site de production et le siège qui est basé à Maloney à côté de Rouen. C'est le premier site capacitaire au monde sur les produits qui ont été créés par notre président fondateur en 86, qui couvre 8 millions d'enfants par an, donc qu'on traite de malnutrition. La société, c'est à peu près 200 collaborateurs, environ 42 000 tonnes qu'on expédie chaque année dans 2400 expéditions, plus de 100 destinations, principalement basées en Afrique. Je le précise parce qu'en fait, c'est une logistique assez compliquée, notamment le dernier kilomètre en Afrique. Et c'est une entreprise énormément basée, c'est dans l'ADN, sur la recherche, le développement et l'innovation. Donc, on a plus de 50 partenariats à travers le monde pour développer les produits de demain et répondre aux différentes causes de malnutrition. Donc ça, c'est les chiffres France, Nutri7. Mais on a également créé en 2005 un réseau qu'on a appelé Punpifield avec 10 partenaires dans le monde. Alors principalement quand même en Afrique parce que c'est là où les besoins sont le plus présents, les besoins locaux. Donc en fait, on a créé ce réseau de partenaires avec majoritairement, en fait, c'est un réseau de franchisés industriels où le groupe, donc la holding Onyx, a des parts plus ou moins importantes chez les partenaires. Et ces partenaires, on les a développés. Quand je dis qu'on les développe de A à Z, c'est que on se met en relation avec eux ou de plus en plus directement avec les gouvernements, notamment comme ça a été le cas en Guinée, pour leur amener une solution full service sur place. C'est-à-dire qu'on bâtit les usines, on amène le process, la connaissance, la R&D, les produits, le développement, mais également tout le sourcing local, matières premières, achats, pro, etc. Donc on amène vraiment des solutions locales de A à Z. Et on a depuis peu, l'année dernière, notamment deux nouveaux partenaires. Nutri-Guinée, qui est là, est en filiale. Donc c'est un nouveau modèle économique également qu'on teste. Et Nutrica au Nigeria, qui est une filiale. Donc à travers ce réseau, l'idée c'est de lutter contre la malnutrition, mais au plus proche du besoin et du terrain. Et en parallèle, on teste des nouveaux modèles économiques. Parce qu'aujourd'hui, on est très dépendant de deux clients principaux, les UN, qui eux-mêmes sont dépendants des fonds. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, on couvre que à peine 25% des besoins mondiaux de malnutrition parce qu'il n'y a pas les fonds. Donc en fait, à travers ce modèle-là, également, on va au plus proche des fonds. Donc on traite directement avec les gouvernements, etc., pour essayer de récupérer les fonds. Et en parallèle, nous, on amène la solution locale. Donc le réseau Punpifield, donc les 10 partenaires, c'est à peu près depuis 2005 20 millions d'enfants qui ont été pris en charge de malnutrition. Alors je l'ai pas mis là, mais en fait quand on parle de malnutrition, il y a différents niveaux. On parle du plus sévère au plus préventif.
Il y a, on va dire, 3 niveaux. Donc malnutrition aiguë sévère, modérée, voire préventive. Notre mandat à nous, c'est d'aller de plus en plus dans le préventif. C'est-à-dire d'intervenir le plus en amont possible pour éviter justement qu'on arrive à des malnutritions aiguës sévères. Quand je dis aiguës sévères, les enfants sur le terrain, en fait, on le mesure via un MUAC. En fait, c'est un bracelet qui prend le diamètre du bras de l'enfant et en fonction si le bracelet est dans le rouge, dans l'orange ou dans le jaune, on mesure la sévérité, on va dire, de la malnutrition. Et en fonction de ça, on lui délivre les produits qui vont bien. Nos produits agroalimentaires, c'est des produits à base de pâtes en sachet. Mais quand il est dans le rouge, on compte le nombre de jours qu'il lui reste à vivre s'il n'est pas traité, quoi. Donc c'est vraiment du rouge très très curatif et très grave. Quand je dis qu'on essaie d'intervenir de plus en plus en amont, c'est qu'aujourd'hui on développe des produits, par exemple, pour les femmes enceintes et allaitantes. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore né, qu'on essaye déjà de traiter l'enfant dans le ventre de la maman pour qu'on puisse intervenir le plus en amont. Le réseau, donc c'est 20 millions d'enfants depuis 2005, c'est environ 40 000 tonnes de produits expédiés chaque année. Donc vous voyez l'échelle entre l'usine française qu'on va détailler tout à l'heure et le réseau. À elle seule, elle expédie autant que les 10 partenaires du réseau. Et c'est la première usine capacitaire au monde. On a à peu près 75 000 tonnes de capacité. On peut même monter à 100 000 quand on ouvre les week-ends. Et c'est une responsabilité importante parce qu'en fait, on va le voir après, mais comme on gère de la crise humanitaire, on n'a pas de visibilité. Donc en fait, on s'appuie sur l'agilité de toute la chaîne amont et de l'outil industriel pour répondre à ces crises sans visibilité. Et en général, nos clients, ils saupoudrent un petit peu les besoins partout localement. Mais en fait, quand il n'y a pas assez de capacité locale, que ce soit par nos partenaires ou même nos concurrents, bah, le reste à faire, il revient à Maloney à côté de Rouen pour honorer ça. Donc il n'est pas rare qu'on ait des appels d'offres de 10-15 000 tonnes à livrer pour demain. Donc là, c'est tout la responsabilité du site français de pouvoir honorer ce gros besoin à l'instant T, quoi. Au niveau matières premières, sourcing local, c'est à peu près 4000 tonnes qui sont sourcées via le réseau et ça représente à peu près 500 employés. Donc derrière ce réseau de franchise, en dehors des producteurs, il y a toute la filière qu'on développe également d'approvisionnement de matières premières, d'arachide par exemple, de sucre, etc., etc. Et puis tout le réseau aussi d'embauche, puis ça fait de l'embauche à la fois chez nos partenaires producteurs, mais également de toute la filière autour. Donc voilà un petit peu Nutricet et son réseau de partenaires. Si on concentre un petit peu là maintenant la présentation sur l'industrie du futur. Donc là, c'est le diagramme que j'ai présenté l'année dernière à l'Alliance Industrie du Futur. En fait, on a axé la labellisation et la présentation sur, pour moi, l'enjeu principal, c'est qu'on est un acteur incontournable de la malnutrition. Qui a été créé, fondé par notre président Michel Descanes, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé les produits. C'est des produits qui n'existaient pas à l'époque pour répondre à ces problèmes de malnutrition et de santé. Mais également, l'enjeu pour nous, en tant qu'industriels, c'est de répondre à une demande chaotique qui n'est pas prévisible. Pourtant, j'ai une équipe supply chain, j'ai un PIC, un SNOP, comme tout industriel. Mais en fait, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévisibles parce que, par définition, les crises humanitaires, on ne peut pas forcément les prévoir. Et puis, les fonds qui sont donnés à nos clients ne sont pas toujours parallélisés aux besoins. Et en plus, on gère des produits à durée de vie d'à peu près 24 mois, mais on a, au-delà des durées de vie de nos produits, des dates limites d'expédition à respecter qui sont d'environ 4 mois pour pouvoir aller jusqu'aux bénéficiaires finaux. Donc il y a une chaîne de distribution derrière, une logistique avec les clients, etc., qui fait que, de toute façon, même si nos produits ont 24 mois de durée de vie, au-delà de 4 mois de stock, il est très difficile de les livrer. Donc quand on a dit ça, on a un peu tout dit, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on gère l'imprévisible sur des produits périssables, et le stock n'est pas une réponse à ça, puisque, encore une fois, à un moment donné, il faut qu'on assure une fraîcheur des lots
quand même pour qu'il soit frais à l'arrivée. Donc on a tout misé, notamment nos efforts, sur cette hyper-agilité. Alors tous les industriels parlent de flexibilité, d'agilité, mais vraiment sur cette capacité à faire de la réponse aux besoins sans visibilité, de la chaîne d'appro jusque l'outil industriel, la production, les entrepôts de stockage jusqu'à l'expédition, etc., etc. Et aujourd'hui, notre outil, il est capable de passer de 30% de taux de charge à 140% en quelques jours. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme beaucoup d'industriels français avec des délais de prévenance un peu longs parfois quand il faut solliciter nos instances ou autres. Moi, alors je vous parle, là on est mercredi, s'il y a un appel d'offres qui tombe, qu'il faut ouvrir l'usine le week-end prochain, on peut l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment le fruit du volontariat de nos équipes qui sont quasiment en astreinte permanente, on va dire, prêts à venir sur les machines pour ouvrir le parc quand il y a besoin. En 2017, par exemple, on avait un budget de 38 000 tonnes, on a fini à 61 000 tonnes. Ce n'était pas prévu. Les équipes ont travaillé pendant 16 à 18 semaines avec les mêmes équipes en 7 sur 7. Alors que l'usine, normalement, elle est faite pour faire 15 quarts du 3-8 pendant 5 jours. Donc ça, on l'a travaillé, notamment aussi avec nos fournisseurs, disponibilité de produits, de marchandises, contrat logistique, appro, etc. Parce que si l'usine elle est volontaire pour ouvrir les usines, mais qu'on n'a pas, les machines et qu'on n'a pas les matières premières composées en amont, ça sert à rien. Mais on l'a travaillé aussi en aval parce qu'on a tout remodélisé, notre chaîne logistique, on a simplifié notamment pour que nos partenaires aussi nous suivent, parce que quand l'usine elle est pleine balle en 7 sur 7, c'est des camions qui partent toutes les 2 heures. Donc il fallait aussi que le partenaire avec qui on travaille, logistique en aval, donc qui entrepose et qui prépare les commandes pour expédier, mais également notre partenaire transporteur de navettes qui fait les allers-retours entre l'usine, ils aient aussi cette flexibilité-là, parce que sinon les palettes elles seraient restées à l'usine et les machines, en gros à l'usine on a une capacité de 4 quarts, une journée et demie. Donc elle s'arrête très vite si ça s'engorge en amont comme en aval. On est en flux très tendu. Sur les initiatives sur lesquelles on a accès à la présentation et notre labellisation, elles sont assez diverses parce qu'on est très industrie du futur plus que 4.0 pour reprendre les présentations d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'industrie du futur, ça ne se résume pas aux ruptures technologiques, au numérique, etc. Même si le groupe Nutriset a depuis toujours été dans l'innovation, dans la rupture, de par son fondateur, les produits, la R&D, etc. Nous, on a accès vraiment sur nos initiatives plus globales, on va dire. Bon, le premier, je l'ai détaillé, mais cette hyper-agilité qu'on a pu développer, et même en grossissant, parce que Nutriset a grossi très très vite. En fait, nous, on veut garder l'agilité des startups et la flexibilité des petites entreprises, même si on est de plus en plus gros. On a une partie qualité. Notamment, on est membre du Codex, l'ISDI, etc. En fait, comme on a créé, on va dire, les produits et ce secteur, on a aussi un rôle important parce qu'on définit avec ce codex, notamment Alimentarius, les normes de demain. Et l'enjeu des normes de demain, c'est pas de banaliser le produit. On est quand même sur des produits agro plus plus, on va dire, qui ont un enjeu santé. C'est-à-dire que, en fait, on a des enjeux proches du pharmaceutique au final, mais avec une réponse qui est alimentaire. Aujourd'hui, en fait, on va vers ma nutrition, ma santé. Donc, la stratégie de l'entreprise est en train de s'ouvrir vers, OK, il y a la malnutrition, mais il y a autre chose aussi. On est en train de travailler des produits, par exemple, contre le diabète, contre la malnutrition senior. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, en France notamment. La nutrition des seniors dans les EHPAD, mais également au CHU, etc. Donc, on est en train d'ouvrir l'offre produit, toujours dans l'objectif de répondre à des problèmes de santé via l'alimentation et la nutrition. Alors, on n'a pas vocation à traiter toutes les maladies, mais potentiellement de mieux vivre avec des maladies. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne vont pas, comment dirais-je, traiter la maladie en soi, mais au moins peut-être de mieux vivre avec la maladie. Notre président fondateur est diabétique, par exemple, donc il connaît bien le sujet. Il dit, moi, le diabète, on n'en guérit pas, mais il faut apprendre à vivre avec. Et on a des solutions nutritionnelles qui lui permettent de le faire.
On a aussi travaillé, alors présenté, on a été la première entreprise à objet social étendu. Maintenant, on entend de plus en plus parler, mais les statuts, enfin, OZ, on va en parler après, mais chez Nutri-7, ça a été lancé en 2015. Il y a une initiative du président fondateur, et puis ça a été après repris. Donc là, c'est plus une innovation, on va dire, de gouvernance et de management dans l'entreprise. Je le détaillerai après. Et puis après, il y a tous les aspects QVT, qualité de vie au travail, RH. Tout à l'heure, ça a été dit, mais toutes nos initiatives, toutes nos approches, qu'elles soient industrielles, excellence opérationnelle, transformation digitale, la démarche sécurité, mon usine est belle, on va en parler après, c'est une autre démarche. Toutes ces démarches, elles sont centrées sur les collaborateurs. On est vraiment sur la pyramide inversée du terrain vers le management. Et tout est centré sur le collaborateur et la performance collective. Et enfin, le dernier axe qui est plus axé par rapport au réseau, le manufacturing as a service, c'est ce que j'ai présenté un petit peu avant. On a développé donc un réseau de franchises de partenaires locaux, et là on leur amène tout notre savoir-faire en fait, toutes nos compétences, et on utilise le site France que je dirige à Malonnet comme un peu le site pilote vitrine aussi du réseau. Test, c'est un peu le POC, on va dire, du réseau, le site, pour se tester et puis après aller transférer tout ça dans le réseau. Donc, objet social étendu depuis 2015. En fait, l'idée, elle est venue de notre président fondateur, donc Michel Lescane. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le groupe est une structure familiale, est dirigé par la famille Lescane. Et en fait, ce qui préoccupait Michel, c'est comment on peut s'assurer de garder nos valeurs, notre ADN au sein du groupe, indépendamment de qui est à la tête du groupe. C'était ça sa préoccupation. Et donc, il est venu l'idée de créer une commission OZ annuelle avec des membres qui n'ont rien à voir, pour certains, avec notre secteur, ni de l'industrie, ni de l'agroalimentaire. Et en fait, ça a été créé en collaboration avec l'École des mines, où ça repose sur environ 10 engagements qui ont été définis de l'entreprise. Et tous les ans, on est organisé aujourd'hui en 3 pôles, un pôle support, un pôle développement au sens large et un pôle exploitation que je dirige. Tous les ans, on doit rendre avec les collaborateurs notre contribution à ces engagements. Et ce rapport, il est présenté à cette commission, et la commission nous challenge très fortement sur est-ce qu'on est toujours dans nos engagements, OZ, etc. Donc c'est aussi un outil qui est en train de plus en plus de se cascader dans les équipes, parce que de temps en temps, ça peut être aussi un outil managérial en fait. Quand des fois il y a des conflits ou des choses à gérer, on se dit tiens ouais, mais par rapport à la situation, là on est peut-être en désaccord, mais par rapport à Oz, finalement, qu'est-ce que dit Oz par rapport à ça? Parce que c'est notre fil conducteur en fait. On est tous d'accord avec Oz. Donc des fois ça peut être aussi un outil de management. Donc ça a été assez innovant en 2015. Là, c'est un exemple de ce qu'on fait également assez innovant avec le réseau. C'est pour Nutri-Guinée en Guinée. Donc, l'histoire a démarré d'une rencontre entre notre directrice générale Adine Escan et Alpha Condé. Donc là, en direct avec le président et, euh, et les gouvernements, on va dire, en disant, voilà, OK, il y a un problème sur place, local, comment on va le traiter ensemble et quelle est notre valeur ajoutée à nous par rapport à vous. Donc, pour répondre à ça, en fait, plutôt que bâtir tout de suite une usine, même si on en a une en projet, on a développé un Mobinut. Un Mobinut, c'est quoi? C'est une usine en conteneur, en fait. Donc, on leur a développé. Alors, c'est une usine qui est en 3 conteneurs. En fait, il y a le process principal. Et puis, donc, on a développé ça et on a démarré la production donc l'année dernière. Il est en cours d'audit par nos clients UN. Donc, c'est des audits de qualité quand même assez exigeants. Moi, je viens du domaine avant de la cosmétique pharma. Donc, il y a des points vraiment très communs. On est entre l'agro et le pharma. Et pour autant, on arrive à répondre à ces exigences via des conteneurs éco-conçus, mais également qui répondent à des conceptions hygiéniques, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple de réalisation assez innovante, parce qu'on est en train de se tester sur des usines en conteneurs, le temps de la mise à l'échelle, etc. Et puis surtout, derrière cet enjeu-là, l'idée, c'est surtout de répondre à une urgence rapide, quoi.
Pas attendre qu'une usine se fasse en 1 an. Là, on peut répondre assez vite. On est en relation là, avec le gouvernement à Madagascar, par exemple, et on envisage de mettre une deuxième usine en conteneur dans le sud de Madagascar, le temps de développer une usine en dur. Là, c'est d'autres exemples de réalisation plutôt axés sur l'excellence industrielle. Donc, on a mis en place l'excellence opérationnelle il y a 2 ou 3 ans. Et je pense que c'est une étape importante quand on parle d'industrie du futur parce que il faut quand même, je pense, un socle. Et en fait, je me suis servi de cette excellence opérationnelle pour mettre un peu de l'ordre dans l'organisation, le management, les rituels, de la méthodo, le management de projet, etc. Il faut savoir qu'en fait, Nutriset, c'était une jeune industrie. Elle est de 86, mais elle a sous-traité pendant des années. Et l'usine, elle a été achetée en 2000. C'était un ancien atelier de chaudronnerie qui n'a plus rien à voir avec l'usine d'aujourd'hui. Mais en fait, une usine de 2000, c'est encore assez récent. En fait, c'est une jeune industrielle. Et comme le groupe et Nutriset a dû répondre à des urgences et des croissances très très fortes, en fait, la priorité, c'était de répondre à ces urgences. Donc, il y a eu des impasses de fait industrielles, ce qui est normal, j'aurais fait la même chose, hein. Le but, c'était de répondre à l'urgence. Et là, on arrive à un seuil, on va dire, où on peut adresser ces sujets qui ont été laissés un petit peu de côté dans le passé. Et quand je suis arrivé, en fait, le constat que j'ai fait fin 2016, c'est que finalement, donc, c'est une jeune industrielle, mais en plus, dans mon scope, il y a une usine, mais qui ne fonctionne pas comme une usine. En fait, c'était très, très cloisonné. 2 minutes, je vais faire très vite. Donc voilà, donc en fait, je me suis servi de l'excellence opérationnelle pour mettre un peu d'ordre là-dessus. Et derrière est arrivée la réflexion l'année dernière de la transformation digitale. Donc, on a abordé la transformation digitale avec 2 questions. En gros, c'est d'amener de la valeur ajoutée, bien évidemment. Le but, c'est pas faire du digital pour faire du digital. Et par valeur ajoutée, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais qu'on peut beaucoup mieux faire via des solutions digitalisées, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc l'idée, c'est de faire mieux avec des solutions qui existent aujourd'hui. Et 2, on s'est dit aussi, mais par rapport à la valeur ajoutée, l'impact client, etc., qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qu'on peut maintenant faire grâce au digital. C'est sous cet angle-là qu'on l'a abordé. Et là, on a 8 initiatives, alors des initiatives plutôt locales, mais on commence à développer des initiatives plus transverses. Je vais faire très vite également. On a une démarche qui s'appelle Mon usine est belle. En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, on a une usine, elle est plutôt belle déjà, esthétiquement, etc. Mais est-ce que ça répond réellement aux besoins de nos collaborateurs? Quand je fais des tours usines, en fait, on s'aperçoit qu'on a tous un socle assez commun. On a des standards, des codes industriels, des panneaux de rituels managériaux, des KPIs, des indicateurs. Enfin, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'usines qui se ressemblent sur ces codes dits industriels. La démarche Mon usine est belle, l'idée, c'était d'amener autre chose. Et on est en train de designer l'usine avec les collaborateurs sur des codes que j'appelle non industriels, pour que ce soit leur usine. Donc ça passe par des fresques, notamment sur l'histoire, les produits, le mandat. On commence à y mettre des écrans pour leur amener aussi de l'information sur le réseau, le terrain, à digitaliser tout ça, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'axer sur autre chose que ce qu'on voit dans les usines classiques et qui leur parle à eux, parce qu'il y a aussi, je fais vite, mais parce qu'aussi, en fait, on a beaucoup automatisé l'usine, on a amélioré la performance avec l'excellence, on est en train de la digitaliser, mais finalement, on a aussi des personnes qui se sont retrouvées de plus en plus isolées dans l'usine par rapport à tout ça. Et pour autant, elles sont de plus en plus dépendantes au process, à l'automatisation, à la digitalisation. Donc ça, c'est aussi un enjeu de cette démarche. Alors ça parle peut-être pas dans le titre, mais c'est comment reconnecter les collaborateurs entre eux isolés et comment supprimer cette dépendance forte entre le process et le collaborateur. Donc voilà. La démarche sécurité, je ne vais pas m'étaler trop, mais ça s'inscrit aussi dedans. Et puis après, on est leader technologique, influençant les standards de notre secteur. On teste beaucoup de choses technologiquement sur le process, notamment pour que ça serve au réseau, mais également parce que un des enjeux, et ça fait le lien avec le slide d'après, de notre rôle des normes de demain, c'est que comme l'idée, c'est pas de banaliser le produit, on est quand même sur des produits à vocation de santé, c'est qu'en fait, en tant qu'industriel, on est un peu pris dans l'entonnoir entre des exigences de plus en plus fortes en termes de qualité, process, etc., et des prix qui baissent de plus en plus.
Donc ça peut paraître quand même un peu incompatible et c'est là où il faut qu'on soit créatif parce que nous, nos prix de vente, ils baissent tous les ans. C'est une obligation. Et on a vocation à les baisser. Parce que plus on les baisse, si les fonds se maintiennent, voire même ils augmentent, on aura plus de sachets, plus de bénéficiaires. Nous, notre idée, c'est de couvrir le maximum d'enfants. L'indicateur numéro 1 d'entreprise, c'est les bénéficiaires, c'est les enfants. Pour autant, les exigences, elles montent de plus en plus. Donc, c'est un vrai enjeu aussi de pouvoir traiter une exigence, alors, au niveau qualité process, de plus en plus forte, tout en étant de plus en plus performant économiquement et baisser les prix. Voilà pour ma part. Merci.